Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes jeudi politique. Tous les jeudis, nous organisons entre 11h et midi un débat ou un invité face aux auditeurs. Les auditeurs, vous êtes là évidemment, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à appeler pour intervenir, pour donner votre avis sur l'actualité, car nous allons parler de l'actualité énergétique évidemment avec les annonces d'Elisabeth Borne. Nous parlerons aussi des retraites et puis je verrai, peut-être que nous parlerons aussi de la Coupe du Monde au Qatar, nous verrons. Enfin, pour l'instant, soyons sur l'énergie, mais auparavant, d'abord, je voudrais présenter mes invités par ordre alphabétique. Erwan Balanant, qui est député MoDem du Finistère et vice-président de la commission des lois, rapporteur pour une partie de la loi climat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Benjamin Lucas, qui est député écologiste des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. Vous êtes proche de Benoît Hamon et merci d'être avec nous. Et Julien Audoul, qui est député de Lyon, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous tous les trois. Mais avant de commencer notre débat, tiens, je vais vous donner une petite information. Vous l'avez peut-être lu dans le Figaro ce matin. Il y a un an, rappelez-vous, l'Australie avait mis fin au contrat du siècle avec la France au sujet de la livraison de 12 sous-marins. Vous vous rappelez les débats qui avaient suivi, de tous les côtés d'ailleurs, l'Australie qui s'était tournée vers les États-Unis. Eh bien finalement, les États-Unis ne pourront pas livrer les sous-marins à temps. Maxime Trouleau. Oui, l'Australie qui se retrouve bien dans l'embarras aujourd'hui. Le gouvernement australien qui cherche désormais des alternatives, revirement de situation. Pourquoi ? Eh bien parce que les chantiers navals américains sont pleins. Il va falloir faire preuve de beaucoup de patience pour l'Australie, à tel point que le pays risque de se retrouver sans sous-marins. Les actuels sont beaucoup trop vieux. L'Australie qui pourrait donc se tourner vers des sous-marins suédois ou, Jean-Jacques, français. Ne parle-t-on pas trop vite dans le monde politique et dans le monde médiatique, franchement ? Non ? Je vous donne comme ça votre réflexion. C'est Erwan Balanant. Voilà que l'Australie pourrait se retourner vers la France maintenant. Oui, j'ai entendu ça et le président de la République a dit qu'il était, on était prêt à leur en vendre 4, je crois. Oui. Bon, moi je dis tant mieux, oui. Tant mieux, mais c'est une affaire assez complexe, une affaire qui d'ailleurs n'est pas complètement finie sur le point d'un point de vue juridique, parce qu'il y a un contentieux entre la France et l'Australie qui va rapporter de l'argent, moins que si on les avait construits, évidemment, parce que c'était un très très beau contrat, un très beau projet pour l'industrie française. Un savoir-faire qu'on a en plus. Donc ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle. Espérons. Comme quoi, Sébastien Lecornu était à Brest dans mon département la semaine dernière, je crois, avec le ministre australien. Peut-être qu'il y avait là quelques discussions pour justement acquérir ces sous-marins. Ça tombe bien, vous êtes député du Finistère. Julien Audoul. Une petite remarque sur cette info ? Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé l'an dernier, que notre pays a été humilié de la façon la plus extraordinaire dans cette affaire, où M. Macron, donc, qui s'est révélé, il faut bien le dire, un piètre négociateur pour les intérêts de notre pays, avait révélé toutes ses insuffisances, ses échecs. Un an après, bon, peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle, effectivement, parce que c'est du savoir-faire français, parce que c'est du... Ça serait une revanche. Une revanche, je sais pas, une revanche. C'est bien la preuve qu'on doit pas être si mauvais négociateur. Une revanche, non mais encore une fois, là, c'est uniquement peut-être grâce aux États-Unis, tout simplement. Mais ce qui avait montré, ce qui avait ébréché quand même le pacte atlantique, en tout cas, et les relations avec nos alliés australiens et américains. Alors que dit l'écologiste Benjamin Lucas? Non, moi je ne voudrais pas faire de cette affaire internationale une stérile polémique intérieure. Je crois que ça aurait pu arriver à n'importe quel autre gouvernement. Il faut avoir l'honnêteté de le dire et le reconnaître. Si l'histoire se termine bien, tant mieux. Puis par ailleurs, l'Australie a un nouveau gouvernement depuis quelques mois. Si ça peut augurer de nouvelles et meilleures relations entre la France et l'Australie, alors tant mieux pour tout le monde, pour les Australiens et pour nous évidemment. Si l'histoire se termine bien, ce sera une bonne chose. Après, je ne crois pas qu'on ait parlé trop vite à l'époque. Il y a eu un symbole politique grave et lourd, la parole qui a été dédite, la sorte de filouterie du gouvernement australien et des Américains. Bon, si ça se termine bien, tant mieux. Nous avons tous tendance, nous journalistes et les politiques, à réagir très vite, parfois beaucoup trop vite. Et je vous donne un exemple, tiens, ça va nous conduire sur le terrain de l'énergie. Je vous donne un exemple, c'est la police de l'énergie. Tout à coup, il y a eu des débats de tous les côtés, soi-disant, on devait instaurer une police de l'énergie. Apparemment, il n'y aura jamais de police de l'énergie. Jamais de police. Il ne faut jamais dire jamais avec ce gouvernement, comme il y aura peut-être demain un pass énergétique, on n'en sait rien, puisque ce gouvernement a la fascination de tout ce qui est interdiction, contrainte. Quand on voit et qu'on entend certaines déclarations
sur la responsabilité des Français, sur baisser le chauffage, sur prendre des douches un peu plus froides, etc., on est quand même dans une spirale qui est assez délétère, assez ridicule. Mais ça vous choque qu'on appelle les Français à la responsabilité? Mais bien sûr que ça me choque, mais évidemment que ça... les Français à la bien sûr, ça vous choque? la responsabilité, c'est surtout le fruit de l'irresponsabilité de nos gouvernants. L'irresponsabilité... Je vais terminer. L'irresponsabilité de ceux qui ont fermé Fessenheim, l'irresponsabilité de ceux qui ont tout misé sur les énergies faussement renouvelables, intermittentes, qui nous coûtent un pognon de dingue et qui nous rapportent rien d'un point de vue énergétique, l'irresponsabilité de ceux qui continuent aussi d'entretenir un modèle de la mondialisation sauvage qui pollue la planète et qui nous met dans la main de pays, encore une fois, qui produisent dans des conditions sanitaires, sociales, environnementales épouvantables. C'est ce modèle qu'il faut remettre en cause pour faire des économies d'énergie. Non. Oui, alors, allez-y. Là, Monsieur Odoul, vous dites justement n'importe quoi. Je suis désolé. Comme d'habitude, en fait, quand on n'a pas les mains égaux, on dit n'importe quoi. J'ai juste un avis qui n'est pas le vôtre. Ce que veut dire Erwan Balanan. Juste des chiffres. Hier, la ministre, accompagnée de Bruno Le Maire, ont annoncé des chiffres. Oui. Le coût net de la facture d'électricité pour l'État, ça va être 5 milliards d'euros. Le coût net. La réalité, c'est que le coût brut, c'est 34 milliards d'euros. C'est 5 milliards pour l'électricité et 11 milliards pour le gaz. Le coût brut de l'énergie électrique, ça serait 34 milliards. Pour l'électricité, pourquoi c'est 5 milliards. Pourquoi c'est ramené à 5 milliards? Parce que justement, nous avons les ENR, Monsieur Odoul. Et les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est grâce aux éoliennes, c'est vrai. 29 milliards à l'État sur cette année qui va arriver. Donc, on voit bien que ce que ce êtes en train de dire, c'est comme là, vous brassez du vent. Souvent, vous êtes une éolienne, vous brassez du vent. Je brasse du vent, là, pour le coup, et je crois que on sera d'accord avec Monsieur Lucas sur ce côté-là. Même idéologie, même échec. Pas même idéologie, parce qu'on va en reparler sûrement après. Voilà. Mais ces 29 milliards, c'est les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sur lesquelles nous sommes en retard, et on a un cap énergétique à avoir qui est défini par l'ADEME de façon très claire. C'est un mixte énergétique et il faut qu'on le développe. Et on a pris du retard. Je poserai la question à Julien Odoul après. Est-ce qu'il faut développer les énergies renouvelables, oui ou non? Parce qu'il va bien falloir répondre à la question oui ou non, à un moment donné ou à un autre. Alors, à vous, Benjamin Lucas. Il le faut, parce que nous voyons bien les chocs qui sont devant nous. Et il faudra dire plein de choses sur la crise face à laquelle nous sommes. Je pense qu'on doit protéger et partager. Protéger, c'est bloquer les prix, c'est ce que nous proposions depuis la campagne des élections législatives. Partager, ça veut dire qu'il faut que l'effort pèse d'abord sur ceux qui le peuvent le plus. Et donc il y a des mesures à la fois symboliques, pas que symboliques d'ailleurs, mais sur la fin de l'éclairage publicitaire, par exemple. La ministre a dit je peux le faire, qu'elle le fasse. Le 21, je crois que c'est le 21 septembre prochain qu'il y a un décret qui va sortir à ce propos. Et partager, c'est aussi considérer que l'effort financier doit reposer. C'est pour ça que nous proposons de taxer les super profits, par exemple, sur les plus riches. Nous ne sommes pas les seuls à le proposer. Le secrétaire général de l'ONU, qui à ma connaissance n'est pas secrétaire général de la NUPES, le propose également. Mais si on essaye d'avoir une réflexion globale sur cette affaire, et je vois le débat qui est amené par M. Odoul sur les énergies renouvelables avec beaucoup de mépris, c'est un secteur qui fait aussi l'excellence française et qui fait la richesse de nombreux territoires. Il ne faudrait pas l'oublier et mépriser celles et ceux qui font fonctionner ce secteur essentiel de notre économie. Moi, j'ai pas de mépris pour celles et ceux qui travaillent dans l'industrie nucléaire, même si je pense qu'il faut en sortir. Je crois qu'il ne faut pas avoir de mépris pour l'énergie renouvelable. Mais il faut anticiper parce que les chocs énergétiques, on va en avoir. On en a qui sont liés à la guerre en Ukraine. On a une situation climatique, géopolitique qui fait que on a aujourd'hui un besoin d'anticipation. Et c'est pour ça que je trouve ça assez savoureux de vous entendre faire l'éloge des énergies renouvelables. Et je m'en réjouis parce que nous payons quand même là l'inaction climatique de la France, condamnée d'ailleurs à le constat pour son inaction climatique de la France condamnée pour essentiellement la période de Monsieur Hollande. Vous étiez, votre mentor, Monsieur Hamon, était dans le gouvernement. Et le vôtre était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Les responsabilités sont partagées. Voilà, très bien. Non, mais sur les énergies renouvelables, le constat en France, il est assez paradoxal. Nous sommes un des pays avec le plus de retard sur le développement des ENR, en particulier l'offshore, l'éolien offshore, par exemple. On pourra en reparler. Mais d'un autre côté, nous sommes le pays européen en Europe avec l'électricité la plus décarbonée grâce au nucléaire. Donc c'est cette particularité qu'il faut entretenir.
entretenir nos centrales nucléaires pour qu'elles tournent, pour qu'elles soient soient efficaces, et on a cette capacité, on a ce savoir-faire nucléaire, et en même temps à 50%, c'est le mix 50-50. Une insiste très brève. Oui. Le nucléaire est une énergie fossile, parce que on le trouve où, l'uranium? On ne le trouve pas dans le Finistère, l'uranium. Mais il y en a. Ça tombe bien, il y en avait. Allons plus loin. Et par ailleurs, et aujourd'hui, et la deuxième insiste, aujourd'hui, l'énergie intermittente, c'est l'énergie nucléaire. Regardez le nombre de centrales qui sont en maintenance, qui sont à l'arrêt. Et regardez les conséquences du réchauffement climatique. Monsieur Lucas, les conséquences avec les sécheresses. vous fait dire n'importe quoi. Le nucléaire et l'énergie la moins carbonée. La moins carbonée, très clairement. Quand vous parlez des éoliennes, c'est une énergie carbonée. Non. Parce qu'il y a un moteur thermique qui est assisté et ça nécessite du gaz ou du charbon. Donc les éoliennes polluent, et on a un exemple à nos frontières. On a l'exemple allemand. Si les éoliennes étaient formidables, si les énergies renouvelables étaient formidables, mais l'Allemagne aurait un taux de pollution bien inférieur à celui de la France. Parce que l'Allemagne a ses centrales à charbon en route, tout simplement. Mais bien sûr, parce qu'elle a besoin de ses centrales à charbon pour alimenter, pour faire tourner les éoliennes. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu de raison? Et très clairement, moi je veux dénoncer l'idéologie des Verts, parce qu'au Parlement européen, ils ont voté contre l'introduction du nucléaire dans le mix énergétique. Le nucléaire, qui, je le rappelle, est l'énergie la plus propre et l'énergie la plus fiable en termes d'approvisionnement, et celle qui nous garantit les factures les moins chères. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Flamanville, grand modèle de réussite économique. Flamanville, on en a 17 milliards, c'est ça? C'est toujours pas ouvert. Donc vous voyez, vos centrales, attendez, on regarde ce que le péril climatique. Je reviens sur le bouclier tarifaire. Les EPR Macron-Le Pen, les mini-EPR, le temps qu'il faudra pour les construire, on aura eu le temps de voir la planète se réchauffer et d'avoir les sécheresses comme nous avons eu cet été. Non, mais moi sur le nucléaire, j'ai longtemps été très très sceptique sur le nucléaire. J'ai même été à une période de ma vie politique plutôt anti-nucléaire. Sauf qu'aujourd'hui, il faut être raisonnable et voir que c'est une énergie qui permet de décarboner. Mais il faut l'avoir en complément et en partenariat avec les énergies renouvelables. Si nous développons... Je ne propose pas d'éteindre les centrales demain matin. Oui, mais vous le proposiez il n'y a pas non encore. Non, aujourd'hui, certains dans la campagne de Yannick Jadot, j'étais le porte-parole, on l'a dit plusieurs décennies. Mais pendant très longtemps, Yannick Jadot, que je respecte par ailleurs, était pour qu'on arrête du jour au lendemain les centrales. Il a évolué. On a tous évolué sur le nucléaire, et d'ailleurs sur l'énergie, il faut sortir des dogmes. Il faut avoir une vision scientifique, il faut faire ça avec planification, avec méthode et avec évaluation des résultats. Bien, messieurs, il est déjà 11h15, une petite pause. Jean-Pierre veut nous appeler, veut s'immiscer dans ce débat. J'ai quelques questions. J'ai une question à poser à Julien Audoul. Pour ou contre les énergies renouvelables? Oui ou non, faut-il les développer? C'est la question que je vais vous poser. Et puis je voudrais parler du bouclier tarifaire. Est-ce que c'était indispensable ou pas? Est-ce que c'est indispensable ou pas d'aider comme ça les Français, les entreprises? Ça va coûter une fortune évidemment à l'État. Comment va-t-on payer? Ce sont des questions que nous posons, que tout le monde se pose. À tout de suite, vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. Jeudi politique, nos trois invités, Erwan Balanant, député MoDem du Finistère, vice-président de la commission des lois, Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines, et Julien Audoul, député du Rassemblement national, député de Lyon. Alors, Julien Audoul, j'avais simplement une question. Nous sommes dans une situation d'urgence aujourd'hui, parce qu'il faut trouver de l'énergie. Le coût de l'énergie est en train d'exploser. Que faites-vous? Que proposez-vous? Parce que vous critiquez, le bilan, on l'a fait. Le bilan, les erreurs, tout ça, ça a été fait. Mais aujourd'hui, que faites-vous? On a des centrales nucléaires qui, pour certaines, surtout des réacteurs qui, pour certains, sont arrêtés, qui vont être remis en service, si on peut les remettre en service. On a aujourd'hui, effectivement, des énergies renouvelables où l'on est en retard. Et on a une autre source, ce sont les barrages. Malheureusement, avec la sécheresse, il y a moins d'eau, donc moins de production d'électricité. Julien Audoul, quelle solution donnez-vous? Vous ne voulez pas des éoliennes? On est bien d'accord? Les centrales nucléaires, pour les relancer, pour les développer, il va falloir beaucoup de temps. Alors, dans l'urgence, que proposez-vous? Mais le problème, c'est quand le missile nucléaire arrive dans 10 minutes, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que les problèmes aujourd'hui de l'énergie sont les problèmes... Laissez-moi terminer gentiment, s'il vous plaît. Sont les problèmes des choix politiques qui ont été engagés depuis des années.
par M. Lucas et par M. Balanan. Mais vous faites le constat. Moi, je ne veux pas. Non, mais très bien. Attendez, mais c'est très facile. Non, mais parce que le nucléaire, comme vous l'avez dit, quelle est votre solution? Le nucléaire, faites là demain matin et pour l'hiver des Français. Non, mais c'est très facile. En fait, c'est comme pour le Covid, c'est comme pour toutes les solutions. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a l'épidémie là maintenant? Le problème, c'est ce qu'il fallait faire avant. Non, mais d'accord. Le nucléaire, c'est 10-15 ans d'anticipation. L'idéologie des Verts a contaminé le débat public, a contaminé les politiques qui ont été menées de gauche comme de droite d'ailleurs. On fait 4%. Je fais 4% à la présidentielle. Donc bravo, merci de me le rappeler. Que c'est nous qui rigolons de me le rappeler. Merci de me le rappeler. Et les Français ont un peu de raison, heureusement. Ce que je veux dire, que faites-vous aujourd'hui? Déjà, les choix politiques urgents maintenant. Il y a un choix qui pénalise les Français aujourd'hui, c'est celui des sanctions contre la Russie. Les sanctions contre la Russie enrichissent le régime de Poutine. Non, alors je peux pas. Écoutez, enrichissent le régime de Poutine, vous disiez, pénalisent les ménages français. C'est la réalité. Pardon, s'il y a un sujet, laissez-moi parler de la Russie parce que je connais mieux que Julien Audoul la situation en Russie. Je peux vous le dire, beaucoup mieux que lui. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça enrichit depuis 4 mois le budget russe, effectivement. Mais depuis 1 mois et demi, c'est une catastrophe en Russie. Le budget est en train de plonger en Russie. Et attendez 6 mois et vous verrez les sanctions occidentales. Attendez 4 mois pour la catastrophe en France. Attendez 4 mois pour la catastrophe en France. Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne connaissez pas le sujet. Je vous le dis, vous ne le maîtrisez pas, je vous le dis. Julien Audoul, comment dites-vous que je ne maîtrise pas le sujet? Si vous voulez vraiment sanctionner la Russie, pardon, si vous voulez vraiment sanctionner la Russie, Monsieur Bourdin, je vous renvoie. Faisons en sorte que Total quitte la Russie. Voilà. Là, on sanctionne Poutine, mais vous ne voulez pas le sanctionner, Poutine, parce qu'il finance vos campagnes électorales. Monsieur Lucas, dans la caricature. Non, je ne vous dis pas le sanctionner, évidemment. Monsieur Bourdin, très clairement, si les sanctions étaient efficaces, je dirais banco. Mais on ne va pas parler des sanctions. Nous avons dénoncé l'agression russe, il n'y a pas de débat. Mais on n'est pas. Je vous pose une question. Je vous pose une question. On achète aujourd'hui du pétrole et du gaz russe avec un autre drapeau. Vous savez que ce soit du pétrole saoudien, que ce soit du pétrole indien. Julien Audoul, je vous ai posé une question. Quelle solution avez-vous? La solution, quelle solution proposez-vous aujourd'hui? Vous ne voulez pas des éoliennes. Les centrales nucléaires, vous savez très bien qu'il va falloir du temps pour en construire de nouvelles. Et évidemment, pour relancer le nucléaire en France, il va falloir du temps. Alors que souhaitez-vous? Qu'on couvre le territoire de panneaux solaires? Je ne sais pas, moi. Et bien sûr que non, parce que quand vous me parlez... Quelle énergie? Comment produisez-vous de l'électricité? Déjà, il faut définir ce qu'est une énergie renouvelable. Les éoliennes et le solaire, ce n'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie intermittente. Que proposez-vous? Qui pollue par ailleurs, d'ailleurs. Je propose, et Marine Le Pen le propose depuis des années, d'investir dans la filière nucléaire, d'investir dans le grand carénage, de prolonger les centrales, existantes, de prolonger les centrales. Mais cet hiver, c'est la responsabilité du gouvernement. Monsieur Bourdin, en 2035, vous pourrez éclairer le studio. D'ici là, ce sera à la bougie. Excusez-moi, c'est quand même incroyable. Pour proposer aux Français ce qui va se passer cet hiver. C'est quand même incroyable. Nous ne sommes pas aux responsabilités et on nous demande de gérer une crise dans laquelle nous n'avons aucun effet puisque c'est ce gouvernement qui est responsable. Le tarif, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais moi je voudrais proposer des solutions. Parce que, alors, des éoliennes partout, dans votre jardin, sur les toits, dans les forêts, partout. Dire à monsieur Audoul, allez-y, sur les littoraux. L'argument de on n'est pas aux responsabilités est un peu facile parce que quand on est. Marine Le Pen était candidate à la présidence de la République, elle était même au second tour. Quand on est responsable politique, on aspire à accéder aux responsabilités, à mettre en œuvre son programme. Donc moi, je vais vous donner quelques pistes. Je pense que aujourd'hui, l'énergie qui coûte le moins cher, c'est celle qu'on ne consomme pas. Pardon pour cette banalité. Voilà. Et donc, l'investissement de 10 milliards aujourd'hui pour que le reste à charge pour rénover les passoires thermiques soit à 0%, pour permettre à chacune et à chacun de faire des économies d'énergie. On retire les barbecues, particulièrement précieux. Mais on enlève les piscines. Ça n'a aucun rapport. Je vous parle de rénover les passoires thermiques. Je vous parle, monsieur. Attendez, je vous laisse. Un mot. Attendez. Je finis ma phrase. Ce que vous venez de dire est extrêmement méprisant pour les millions de Français qui vivent dans des logements où ils ont trop chaud l'été, où ils ont trop froid l'hiver. Moi, j'essaie d'avoir un débat sérieux, monsieur Audoul. J'essaie d'avoir un débat sérieux là sur ce que vont vivre les Français cet hiver, parce que aujourd'hui, des Français vont avoir encore plus froid que cet hiver. Il y a 3,5 millions de Français qui, avant même cette crise énergétique, n'arrivaient pas aujourd'hui à se chauffer correctement. Donc, monsieur Audoul, soyons sérieux. N'essayons pas de caricaturer les positions des uns ou des autres. Donc, je vous le dis, il faut investir
investir pour renouveler vous dites qu'il faut investir. Pour protéger, il faut partager. Ça fait des années qu'on le fait, monsieur Lucas. Ça fait des années qu'on le fait. Et que votre région le fait d'ailleurs. Est-ce que je peux peut-être... Attendez, Erwan Balanan, pardon. Merci. Le bouclier tarifaire. Oui. Oui ou non, c'était indispensable. Est-ce qu'il était indispensable ? Oui, il était indispensable pour les Français. Regardez les chiffres des pays qui nous entourent. Et regardez les taux d'inflation dans les pays qui nous entourent. Pourquoi la France a maintenu un taux d'inflation qui, bien qu'il ait augmenté fortement, reste par rapport à nos pays voisins plus que raisonnable? C'est en grande partie parce que nous avons mis un bouclier tarifaire. Et le bouclier tarifaire tel que nous le proposons pour l'année prochaine, c'est une augmentation maximale de 15%. C'est le FMI dit que la France est le pays le mieux protégé. Je me méfie toujours un peu des chiffres du FMI, hein. Je vous le dis tout de suite, mais les Français seraient les mieux protégés d'Europe. Mais seraient. Pour une famille qui se chauffe au gaz, le surcoût pour l'année qui va arriver avec les 15%, c'est à peu près 25 € par mois. C'est beaucoup quand même pour une famille qui traîne. Voilà. Mais sauf que par-dessus, pour les plus pauvres, les plus en difficulté, nous allons faire le chèque énergie de 200 €. Donc, vous voyez... Chèque énergie, c'est 100 €. Non, c'est 200 €. 200 € pour les déciles 1 et 2. 150 € ou 100 €, j'ai un doute effectivement pour les déciles. 100 à 200 € selon les ménages et les revenus. Alors j'entends encore une ânerie terrible sur la TVA. Ânerie que fait l'Espagne. Ânerie que fait l'Espagne et nos voisins. Non, c'est pas une ânerie, c'est un choix politique. C'est rendre de l'argent aux Français que vous ne voulez pas faire. Alors sur ces histoires-là, prendre les solutions qu'ont les autres pays ne marche pas tout le temps parce que chaque pays a son rapport à l'énergie. Non, mais tout à fait. Il faudra qu'on pourra en reparler. Donc, on a le bouclier fiscal qui protège les Français. Ça ne veut pas dire que ça va être plus facile. Vous dites que c'était indispensable. C'était indispensable, Alors déjà, le bouclier ne protège pas les Français. Le bouclier, comme l'a dit Marine Le Pen, en fait, on n'est pas dans Marvel. Le bouclier, il est payé par les impôts des Français. Et ce n'est pas une baisse, c'est une limitation de la hausse. Il est essentiellement financé par les limitation de la hausse. Non, c'est une limitation de la hausse. D'un côté, 15%. Essentiellement financé sur les bénéfices des ENR. D'un côté, les tarifs de l'électricité vont augmenter de 15%, et de l'autre côté, oui, après vous savez, moi je me méfie. Et de l'autre côté, les Français vont payer le bouclier tarifaire avec leurs impôts. Donc c'est la double peine. Fallait-il les aider? Mais bien sûr qu'il faut aider les Français. Alors encore une fois, vous avez bien sûr la TVA, rendre 150 € à 200 € de pouvoir d'achat par mois à chaque ménage. C'est possible avec la baisse de la TVA de 20% à 5,5%. On l'a tenté sur les produits énergétiques. Et je vais ajouter un point quand même qui devrait, je dirais, nous interpeller tous et qui interpelle les Français. Nous sommes la 6e puissance du monde. Après plus de 5 ans de macronisme, nous sommes en voie de sous-développement. On nous parle de rationnement, on nous parle de coupure d'électricité. Il n'y a que dans les pays en voie de développement qu'on a ce genre de situation. C'est intolérable, c'est le résultat de votre politique et c'est le résultat de votre abandon des ménages les plus modestes. J'ai plutôt l'impression que dans cette période-là, nous avons créé 1,7 million d'emplois, que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 20 ans. Oui, la propagande, je trouve que... Deux choses. Ce qui est excessif est insignifiant. Moi, je combats durement la politique d'Emmanuel Macron. Je crois qu'elle nourrit, elle renforce les inégalités. Vous avez voté Macron contre l'extrême droite, monsieur, je ferai toujours le choix de n'importe qui. Et vous dites que vous combattez Macron, la République est plus précieuse que tout. Mais je crois qu'il renforce les inégalités, que sa politique est injuste et brutale. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on est un pays en voie de sous-développement. On a un modèle social extrêmement protecteur qui est un bon. Je ne suis pas sûr que vous le préserviez, mais c'est un autre débat. Ce que je veux dire sur cette question, c'est moi je crois qu'on ne protège pas assez dans la crise aujourd'hui les Français, qu'il faudrait les protéger davantage. Mais effectivement, ce sont les Français qui payent eux-mêmes leur propre protection puisque c'est l'État qui vient en secours. Et donc, je le redis, il faut partager, il faut que l'effort pèse sur celles et ceux qui le peuvent. Il y a des multinationales, il y a des ultra-riches qui ont profité de la crise, qui se sont plus enrichis en quelques mois de pandémie qu'en 20 ans, qui doivent être taxés à juste proportion. C'est ce que propose l'ONU, c'est ce que font d'autres gouvernements dans le monde qui ne sont pas des gouvernements d'inspiration socialiste ou écologiste. Je voudrais préciser que la crise énergétique touche tous les pays du monde. Que les choses soient très claires, la France et les autres. Et en Europe, partout. Et dans tous les pays d'Europe, on se pose 1000 questions. Et l'Allemagne en particulier, qui est, dit-on, au bord de la récession, se pose peut-être encore plus de questions que nous. Il est 11h30, vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite, 0826 300 300.
Jean-Pierre est à Chatou dans les Yvelines. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités. Bon, qu'est-ce que vous aviez envie de dire, mon cher Jean-Pierre ? Eh ben, comme d'habitude, on a des politiciens qui parlent, qui débattent, et rien ne se fait. Ça fait des années qu'on parle, qu'on débat de l'énergie. Sur votre plateau, alors la NUPES, le RN, enfin tous, ils se renvoient la balle parce que j'ai pas été au pouvoir. Mais c'est des élus, ils sont élus dans certaines régions, dans certaines communes. Donc, à leur niveau, ils devraient agir déjà. Ils devraient prévoir. Nous, enfin, je suis indépendant, je travaille avec des artisans dans le BTP. Moi, ça me fait doucement rire quand on parle de rénovation énergétique. Les premières passoires énergétiques, ce sont les bâtiments de l'État, au niveau des communes, au niveau des villes. C'est impressionnant ce qu'on fait pas, les lumières qu'on laisse allumer dans nos mairies pendant des heures. Arrêtez de donner des leçons aux Français. Les Français sont assez grands pour se gérer tout seuls. Arrêtez d'être paternaliste avec eux. Je suis artisan, je sais ce que je vais faire. Je vais chauffer moins, je vais consommer moins d'énergie. Arrêtez de donner des leçons aux Français. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ça fait des années qu'ils vous écoutent plus et qu'ils font ce qu'il y a à faire pour le pays. Vous êtes là toujours en train de donner des leçons. Ah, il faut aider. Mais la France est un beau pays. On n'a jamais autant aidé les Français. Allez vivre à l'étranger comme j'ai vécu et vous verrez la différence. On est dans un beau pays. On a un système social qui nous protège énormément. Arrêtez de vouloir toujours donner des leçons aux Français. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais je peux réagir. Voilà du bon sens. Oui, mais voilà du bon sens, Jean-Pierre. Je sais que vous êtes toujours un homme de bon sens. Hein. Jean-Pierre, bonjour Jean-Pierre. Oui. Erwan Balanant, député du Finistère. Avant d'être député, j'étais aussi travailleur indépendant. Donc je pense que je peux comprendre certaines de vos interrogations. Mais vous venez de le dire. Vous venez de dire qu'on a un beau pays et qu'on a un beau modèle social. Ce modèle social, il a été construit justement par des hommes et des femmes politiques qui ont fait le choix dans ce pays depuis le CNR, le premier, le Conseil national de la résistance, de bâtir un modèle de solidarité qui protège. Si on veut maintenir ce modèle et si on veut le conserver, ça demande des politiques que nous menons. Quand on rappelle aux gens qu'il faut baisser le chauffage, bon, on le rappelle, il y a plein de gens qui ont du bon sens et qui le font, mais il y a d'autres personnes qui sont pas tout à fait... Je comprends Jean-Pierre. Non mais attendez, il y a des images qui font mal. Je finis. Mais les images qui font mal, il a raison. Quand vous avez une collectivité qui laisse la lumière allumée, eh ben, il faut interpeller le maire. Et des moteurs allumés dans une cour de ministère ou dans une cour de préfecture ou même à l'Assemblée nationale. Pardon, messieurs, ça arrive. Mais bien sûr. Ça arrive. Donc, ça arrive. Il y a les établissements scolaires, les commissariats, les hôpitaux. Quand vous habitez, moi je sais pas d'où est Jean-Pierre. Moi je suis. Jean-Pierre est à Chatou dans les Yvelines et Jean-Pierre a vécu dans un pays lointain, hein, mon cher Jean-Pierre. J'ai vécu 7 ans en Chine. Et croyez-moi, eux, la transition énergétique, ils sont en train de la faire. Ils parlent pas. Oui, et dans 10 ans, c'est eux qui vont nous vendre l'énergie. Non, ils font des ENR certes, mais ils font aussi beaucoup de charbon et ils ont une pollution aujourd'hui qui est catastrophique. Mais bon, Jean-Pierre, moi je vous donne complètement raison. Mais vous savez, vous avez plein de collectivités qui ont depuis un bon moment pris le pli et qui se disent il faut qu'on rénove nos écoles et ils l'ont fait. Quand ils le font pas, il y a des élections locales et puis vous les mettez dehors et vous votez pour des gens qui ont des programmes, des vrais programmes sur ces sujets-là. Moi je vous donne raison sur le fait que Benjamin Lucas. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire à Jean-Pierre? Dans ce que dit Jean-Pierre, il y a quelque chose de très juste, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a un deux poids deux mesures de la part de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'à la fois, on dit aux Français les gestes qu'il faudra faire, que des millions de Français font déjà depuis des années, parce que les factures d'énergie, elles explosent, mais elles sont quand même depuis longtemps une part importante du foyer, des ressources, des dépenses contraintes des ménages, et que pour ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont très nombreux dans notre pays, il y a déjà des mesures d'économie. Baisser le chauffage, c'est déjà quelque chose que des millions de Français ont déjà fait. La sobriété, ils la subissent depuis des années. Et on a le sentiment qu'à côté de ça, face à ceux qui profitent des crises, face à ceux qui ont accumulé des milliards, face à des entreprises comme Total, il y a une forme de laisser-aller, il y a une forme de laxisme de la part de ce pouvoir qui refuse de taxer les super profits, qui refuse de remettre en cause aujourd'hui ce qu'est le partage de la richesse et les responsabilités des très grandes entreprises. Donc c'est ça, à mon avis, le sujet central. Pardon, qui est un sujet moral. Il y a un deuxième point dans ce que dit Jean-Pierre. Attendez, Erwan Balanant. Mais ça me paraît être un sujet. Benjamin Lucas termine et Julien sujet central, parce qu'effectivement, les Français le ressentent comme ça. On le voit dans nos permanences. Ils disent, vous nous donnez la leçon, le gouvernement nous fait la leçon, et à côté de ça, ceux qui profitent vraiment
vraiment ceux qui polluent vraiment, eux, on les laisse tranquilles. Et il y a par contre quelque chose que je veux dire à Jean-Pierre. On peut pas dire que personne n'agit. Je peux prendre un exemple qui est en plus pas de mon parti politique, qui est la maire de Montdidier, qui est une maire d'hiver gauche, je crois socialiste, dans la Somme, qui a, il y a plus de longues années, construit un parc éolien qui était le premier parc éolien 100% public. 3 éoliennes, 3 petites éoliennes, 100% public. Attendez, vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait pendant des années? Eh bien, grâce à ça, grâce à ce parc 100% public éolien, elle a rendu de l'argent aux habitants en fin d'année sur la facture d'énergie. Donc, vous voyez, il y a des élus locaux qui agissent, qui ont besoin de soutien. Et là, notamment, et j'en profite pour dire que là, il y a un absent dans les annonces d'Elisabeth Borne hier, c'est le soutien aux collectivités locales qui vont payer durement la crise. Et les collectivités locales, c'est pas des gens dans un bureau. Les collectivités locales, c'est des services publics, c'est une action sociale et culturelle. Oui, je vais dire, attendez, on va donner la parole à Julien Audoul. Pardon, on va donner la parole à Julien Audoul. Je voulais simplement faire une petite remarque. Une petite remarque, je ne comprends pas. Il y a ce débat autour des éoliennes. D'ailleurs, nous l'aurons lundi, ici même, entre 11h et midi. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi on installe ces éoliennes dans nos campagnes et dans nos paysages. Et pourquoi on n'installe pas les éoliennes sur les friches industrielles ou aux abords des usines, ou je ne sais pas, d'une grande surface, ou je ne sais pas. Il y a des endroits où l'on pourrait choisir d'installer les éoliennes. Le problème, c'est que l'aménagement du territoire a été oublié depuis 40 ans dans ce pays, ce qui est on en paye le prix aujourd'hui. Julien Audoul, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ajouter à ce qui vient d'être dit. Oui, je voulais dire à Jean-Pierre que je partage tout à fait son indignation, notamment sur les leçons de morale qui sont données en permanence, sur ces appels à la responsabilité du gouvernement, sur cette écologie des petits gestes qui n'a ni queue ni tête, parce que ce sont les grands choix politiques qui aujourd'hui ont des répercussions et non pas de fermer le robinet quand on brosse les dents et non pas de prendre des douches. Mais bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. On vous a pas beaucoup entendu à l'Assemblée quand on l'a proposé. Évidemment, mais surtout, je suis d'accord pour qu'on arrête cette culpabilisation des Français qui est insupportable, parce que les Français sont le peuple peut-être le plus vertueux en matière d'environnement, en matière de transition énergétique. Il faut le rappeler. Nous représentons au niveau mondial, nous représentons, nous représentons au niveau mondial 0,9% des émissions de carbone, très clairement. Et surtout, les Français n'ont pas attendu, effectivement, les appels de M. Macron pour la sobriété, parce que l'abondance, ils ne la connaissent pas. Il faut quand même rappeler qu'il y a un Français sur 5 qui n'arrive pas à se chauffer chez lui. Donc, qui ne baisse pas le chauffage, qui met des pulls, tout simplement, parce que la facture est insupportable. Les mesures du Rassemblement National sur ce sujet. Aucune proposition à part la TVA, et on sait que ça ne fonctionne pas. Très clair, déjà, pour faire des économies, il faut changer de modèle économique. Vous passez du mondialisme au localisme, c'est-à-dire produire, consommer, retraiter près de chez soi. C'est la base, c'est du bon sens. Je pense que Jean-Pierre est d'accord avec ça. Et arrêter d'aller chercher des produits pourris au bout du monde pour concurrencer nos Jean-Pierre, vous êtes d'accord? Attendez, on va demander si Jean-Pierre est d'accord. Vous êtes d'accord, répondre. Aller chercher des produits dans le reste du monde, mais on n'a pas le choix. Il y a tellement longtemps qu'on n'a plus rien chez nous. Est-ce qu'on peut mais vous rigolez ou quoi? Comment vous voulez faire quand vous produisez plus d'acier, vous produisez plus d'aluminium? Il faut bien aller chercher quelque part. Le bœuf, on le fait chez nous, Jean-Pierre. Le paracétamol, on le faisait chez nous avant que ce soit délocalisé. Je ne sais pas comment vous êtes venu de l'Assemblée à ici, mais si vous avez pris un taxi, un vélo, le métro, enfin dans tous ces éléments, il y a un peu d'aluminium et de métal. Je crois que Jean-Pierre a assez raison. On vit dans chez nous. On vit dans un monde. Jean-Pierre, vous terminez parce que je vous donne la... Erwan Balanant, Jean-Pierre est prioritaire. Allez-y, Jean-Pierre. Je vais terminer simplement. Messieurs, vous êtes tous autour de la table, vous êtes tous d'un parti différent. Il y a des sujets sur lesquels il faudrait vous réunir. Mais ça, vous êtes incapable de le faire parce que vous êtes omnibulés par vos partis et par vos petites élections locales. Je suis entièrement d'accord avec vous. Jean-Pierre, vous m'avez pas écouté tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a fait le CNR et c'est pour ça qu'on va essayer de travailler. Les descendants du CNR. On fait pas de l'humour. Non, c'est pour ça qu'on... Non, mais Jean-Pierre, je veux dire, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça doit être capable. C'est pour ça. Je reprends mon histoire de super profit. J'adore les partis qui disent il faut qu'on travaille ensemble, mais dès qu'on propose un espace pour travailler ensemble, n'y vont pas. Ça s'appelle le Parlement. Ça s'appelle le Parlement. Ça s'appelle le Parlement. Mais est-ce que vous êtes capable au Parlement de voter tous ensemble, tous les trois, une mesure pour aider les Français? Mais on l'a fait sur le pouvoir d'achat. On l'a fait sur le pouvoir d'achat, sur la déconjugalisation des allocations adultes handicapés. Ça nous est arrivé. Moi, nous faisons des propositions. L'objectif, c'est qu'elles soient votées. Moi, je viens pas à l'Assemblée nationale pour témoigner. Je viens à l'Assemblée nationale. Évidemment, on défend des programmes. On a été élus sur des orientations politiques.
politique. Si je défends le programme de M. Macron à l'Assemblée nationale, les électeurs qui m'ont fait confiance dans la 8e circonscription des Yvelines, vous me direz, oh bonhomme, c'est pas pour ça qu'on t'a élu. Vous rejetiez 95% des programmes d'Emmanuel Macron, mais vous pouvez accepter 5%. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. On l'a fait, Jacques Baudin. Le Rassemblement national et Marine Le Pen ont été constructifs, notamment sur le volet pouvoir d'achat. Je vais faire le vieux député. Il faudrait que les textes... Bon, je vous laisse parler. Oui, excusez-moi. Il faudrait que l'Assemblée nationale soit respectée, et notamment que les sujets énergétiques passent devant les députés et pas dans un conseil de défense énergétique qui passe derrière les Français. Moi, je vais faire l'ancien. J'ai un mandat de plus que vous. Je ne vais pas la ramener. C'est qu'un. Allez-y. L'expérience compte. Voilà, mais l'expérience compte un peu. La réalité, c'est que ce que vous décrivez, c'est que la plupart du temps, la plupart des mesures dans ce pays au Parlement sont votées avec soit des unanimités, soit des larges majorités. Il y a parfois des sujets qui crispent, qui tendent, mais il y a tout un tas de mesures où on arrive à avoir du consensus. Et ce consensus-là, il faut continuer à le construire. Et il faut plusieurs temps dans la vie politique. Il faut aussi un temps de recul hors du débat, du clash médiatique, pour qu'on ait le temps de se mettre ensemble et d'avancer. Et ça va exactement dans le sens de ce que dit Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci d'être venu avec nous. Laurent nous appelle de Lille. J'ai quand même une question à vous poser. Je vais vous la poser sur les retraites. Parce que le débat est en train de s'installer. Faut-il un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale permettant de reporter l'âge de départ à la retraite à 64, l'âge légal, à 64 ou 65 ans? Nous allons en parler. Ce sera le dernier sujet que nous aborderons dans le dernier quart d'heure. Il est déjà midi moins le quart. Les députés travaillent, la preuve, ils sont ici et ils défendent leurs arguments, leurs convictions. Nous sommes avec Erwan Balanant, qui est député MoDem du Finistère, Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines, et Julien Odoul, qui est député du Rassemblement national de l'Yonne. Alors, il y a une autre question. D'abord, je vais prendre Laurent, parce que c'est premier, les auditeurs sont prioritaires. Laurent est à Lille, dans le Nord. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous, mon cher Laurent. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire ? Rapidement, je voulais juste vous dire que j'étais très content de pouvoir rediscuter avec vous, parce que je vous ai suivi pendant 17 ans là où vous étiez avant. Oui, voilà. Sur RMC, et maintenant vous êtes avec nous, ça me fait plaisir, Laurent. Voilà, pas de souci. C'est partagé. Bon. Allez-y, Laurent. Moi, je voulais dire que finalement, dans cette situation où nous nous trouvons aujourd'hui par rapport à tous les soucis énergétiques, et notamment pour parler des comment on appelle ça, des centrales nucléaires, mais je trouve que le bouclier, c'est un juste retour par rapport à toutes les erreurs de gestion qui ont été faites à ce niveau-là. Erreur de gestion, je dirais déjà, quel est le pays qui met la moitié de son parc en travaux, déjà? C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui peuvent s'anticiper, etc. Puis aussi, après, arrêter de faire du clientélisme. Moi, je ne veux pas dire, on ferme combien de centrales pour faire plaisir aux écologistes. Je crois que la facture, on pourrait leur envoyer à eux, parce qu'ils en sont en partie responsables. Ça reste mon avis. Voilà. Donc, je veux dire, c'est malheureux. Je me souviens toujours de la phrase de Coluche qui disait à un fonctionnaire, vous lui donnez le Sahara à gérer en sable, au bout de 6 mois, il achète du sable. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Franchement. Moi, ça me fait. Je peux dire. Oui. Il est très réagir. Laurent, moi, je réagis. Je le connais, Laurent. Il est aussi plein de bon sens. Non, mais c'est une petite provocation sur les fonctionnaires. On a la chance d'avoir dans notre pays des fonctionnaires. Et je peux vous dire que heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'ils bossent. On a parfois beaucoup de caricatures sur les fonctionnaires. Moi, je peux vous dire que les fonctionnaires aujourd'hui, dans la crise qu'on a eue, heureusement qu'ils étaient là aussi. Oui, Benjamin Lucas. Moi, je crois qu'il est quand même beaucoup plus difficile de faire vivre des services publics et l'intérêt général sans fonctionnaires. Et que c'est précieux et que c'est indispensable. Juste sur les centrales nucléaires, c'est pas les écologistes qui ont fermé la moitié des réacteurs dans ce pays pour cause de maintenance. C'est pas les écologistes mais qui ont voulu quand même fermer Fessenheim. Vous avez poussé pour la fermeture de Fessenheim. Oui, la sécurité, ça compte. Ce ne sont pas les écologistes qui décident que les fleuves se retrouvent à sec et que ça met en danger le refroidissement des réacteurs. Voilà quelques exemples qui montrent que... Sur le nucléaire, on nous prête un pouvoir revenir sur le nucléaire. Laurent a bien raison. 2 secondes, parce que je comprends. Mais Erwan Balanant ne revient pas sur le nucléaire, vous me promettez. Si, je reviens sur le nucléaire, mais de façon très courte. C'est une obsession. S'il y a 50% aujourd'hui du parc à l'arrêt, c'est qu'il y a une maintenance programmée habituelle, plus un problème de sécurité qu'il fallait traiter. Et je pense qu'il fallait le faire. Certains réacteurs vont être remis en service. Julien Odoul, très vite. Très vite. Non, mais Laurent a bien raison. Je pense qu'il faudrait envoyer toutes les factures
candidature au siège d'Europe Écologie Les Verts, ça les calmerait. Et là où je suis en désaccord, mais je comprends en fait le propos de Laurent sur les fonctionnaires, mais le problème c'est pas les fonctionnaires en France qui réalisent des prouesses quotidiennes avec des moyens insuffisants et avec une fonction publique et territoriale qui a été démantelée année après année. Pourtant, vous voulez en réduire le nombre. Le problème, ridicule. Le problème, c'est les technocrates qui nous gouvernent, notamment à ce gouvernement et à l'Union européenne, sont eux qui donnent des orientations funestes aux fonctionnaires français. Alors, j'ai une dernière question. Merci beaucoup, Laurent. Et à très vite sur l'antenne de Sud Radio. Vous répondez à votre... Une minute chacun. Est-ce que oui ou non, il faut, dans le projet de loi de la sécurité sociale, du budget de la sécurité sociale, introduire un amendement permettant d'allonger l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans? Oui ou non? Je commence avec, par ordre alphabétique, Erwan Balanant. Oui ou non? Alors moi je ne pense pas maintenant. Il faut qu'on ait un temps de débat, il faut qu'on ait qu'on travaille avec les partenaires sociaux sur ce sujet. On avait faites partie de la majorité, vous dites non? Oui, pas tout de suite et pas par amendement dans le PLF. Si j'ai pas pris une minute là. Non, pratiquement. Non. Allez. Oui, toucher aux retraites de façon sournoise sera un coup de force social, un coup de force antidémocratique. D'autant que, je rappelle que personne, à part Emmanuel Macron, ne veut de cette réforme. Ce serait une sorte de caprice du prince, puisque, de ce que je lis dans la presse, autour de la table du Conseil des ministres, cette réforme laisse plus ou moins dubitatif, pour le dire poliment. Les Français ne la veulent pas, les organisations syndicales ne la veulent pas, et même le MEDEF ne la veut pas. Donc je ne vois pas aujourd'hui, à part pour le caprice du prince, qui veut cette réforme des retraites. 20 secondes. 20 secondes. La réforme des retraites, il faudra la faire quand même. Non. Parce que la réforme des retraites, la réforme des retraites permet de financer notre modèle social, permet de travailler sur un certain nombre de protections qui existent. Le Conseil d'orientation n'a pas dit qu'elle ne voulait pas de réforme. C'est pas son rôle. Pas du tout. Non, mais qu'il n'y a pas un besoin. Il a donné des chiffres. Il a donné des chiffres qui sont alertants et qui nous demandent de travailler. La réforme des retraites est le fantasme absolu d'Emmanuel Macron depuis de nombreuses années. Il ne voit que par ça, c'est-à-dire faire travailler les Français plus longtemps pour qu'ils touchent une retraite moins longtemps. Donc, ça va pénaliser les travailleurs les plus modestes. Il faut bien le rappeler très clairement pour le Rassemblement national et Marine Le Pen. C'est non, encore non, et nous nous opposerons donc dans le cadre des débats à l'Assemblée nationale si ça venait par malheur arriver sur le... Bien, nous verrons bien si c'est un choix qui sera fait ou pas. Nous n'allons pas attendre bien longtemps. Début octobre, je crois. Vous reprenez l'Assemblée nationale. Ça a repris déjà, il y a des commissions qui se réunissent. Alors, justement, répondez aux Français qui disent, j'ai envie, il nous reste une minute. Répondez aux Français qui disent, ils siègent pas à l'Assemblée nationale, les députés sont tranquilles, ils font rien, ils sont payés à rien faire. D'abord, on est sur notre circonscription, ça compte aussi de rencontrer celles et ceux qui nous ont élus, puis d'échanger sur leurs problématiques. Ensuite, moi, par exemple, j'ai commencé ce matin à 7h30 avec des auditions, des rendez-vous pour nourrir mes travaux parlementaires en ce moment sur l'école, sur le droit aux vacances, aux loisirs, sur le sport, sur le Qatar notamment. Et puis, on a des commissions, on a des travaux en groupe. Donc, on travaille en septembre, voire même c'est un temps précieux pour travailler, pour préparer ce qu'on dira dans l'hémicycle. J'encourage les Français sur ce sujet à regarder effectivement ce qu'on fait et à ne pas hésiter à rencontrer et à appeler leurs députés via leur permanence. Moi, je suis prêt à expliquer, et je le fais fréquemment, expliquer le temps qu'on passe au travail. Le travail d'un parlementaire, c'est pas seulement à l'Assemblée nationale, c'est surtout et avant tout sur le terrain, au contact des Français, pour relayer leurs préoccupations, être vraiment aux prises avec les réalités quotidiennes. Donc effectivement, il faut qu'ils aillent le voir sur le terrain. Il y a des députés, malheureusement, qui sont un peu absents du terrain, mais ils sont souvent sanctionnés au moment des élections. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Tous les jeudis, c'est un jeudi politique, vous le savez, du débat, de la confrontation. On essaie de faire avancer les choses aussi, c'est l'objectif. Et puis vos interventions, 0826 300 300.